de la victoire d'octobre 1973. Il y a 50 ans, la quatrième guerre israélo-arabe débutait sur deux fronts, le canal de Suez et le plateau du Golan. La coalition arabe espérait reconquérir les territoires perdus lors de la guerre des 6 jours de 1967. En souvenir de ce jour glorieux, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu sur la péninsule du Sinaï où il a inspecté les points de contrôle sécuritaire à l'est du canal. Le président el-Sisi a également rencontré les combattants du commandement des forces de l'est du canal pour la lutte contre le terrorisme et les combattants des 2e et 3e corps de l'armée. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a également rencontré des chefs de tribus du Sinaï. Le président a rappelé les martyrs de la patrie qui ont sacrifié leur vie pour la défense de leur pays et la protection de leurs compatriotes en menant une guerre acharnée contre les terroristes mobilisés dans la péninsule. Le président Abdel Fattah el-Sisi a publié jeudi 30 mars un décret présidentiel autorisant le pays à rejoindre la nouvelle banque de développement, la NDB. La NDB, dont le siège est domicilé à Shanghai, a été fondée par le groupe économique BRICS regroupant le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud, et ce afin de renforcer la coopération en matière d'infrastructure et de développement durable. L'Égypte a officiellement rejoint la nouvelle banque de développement des BRICS comme État membre selon une note publiée mercredi 22 mars sur le site de l'institution financière. Le pays a obtenu le statut de membre le 20 février 2023 après avoir achevé les procédures nécessaires et rejoint les 5 membres initiaux, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, plus le Bangladesh et les Émirats arabes unis. La nouvelle banque de développement a approuvé l'adhésion de l'Égypte en décembre 2021, tandis qu'en septembre 2021, une décision similaire a été prise concernant les Émirats arabes unis, l'Uruguay et le Bangladesh. À l'exception de l'Uruguay, ils sont tous devenus membres de la banque ce mois-ci après les approbations nécessaires obtenues. La nouvelle banque de développement a été créée par les pays des BRICS sur la base de l'accord intergouvernemental signé lors de leur 6e sommet à Fortaleza en juillet 2014. L'objectif de la banque est de financer des projets d'infrastructure et des projets de développement durable dans les États membres des BRICS et les pays en développement. Présentée comme une alternative à la Banque mondiale et au FMI pour les pays des BRICS, la nouvelle banque de développement est une nouvelle plateforme permettant à l'Égypte de renforcer sa coopération avec les pays BRICS et d'autres économies émergentes et en développement dans le domaine des infrastructures et du développement durable. C'est ce qu'a déclaré Mohamed Maït, ministre des Finances égyptien, à la suite de l'annonce de cette nouvelle adhésion. Et pour cause, la NBD a déjà déployé 30 milliards de dollars pour financer environ 80 projets sur des secteurs diversifiés mais primordiaux pour les pays adhérents comme l'assainissement de l'eau, la transition énergétique, le développement urbain, les infrastructures sociales, entre autres. L'Égypte est le 4e pays après le Bangladesh, les Émirats arabes unis et l'Uruguay à rejoindre la NBD et ses pays fondateurs, les BRICS, signe prometteur de plus de collaboration entre les économies émergentes des pays du Sud. La NBD veut devenir la banque de référence pour les pays émergents et en voie de développement. Par ce billet, les BRICS souhaitent mettre en place un système monétaire et bancaire international qui ne dépendent plus des grandes puissances économiques. Par conséquent, l'adhésion de l'Égypte à cette banque de développement est une collaboration vertueuse pour tous les acteurs économiques de la NBD. Et c'est ce que confirme Marcos Trujillo, son président, qui a déclaré qu'ils étaient heureux d'accueillir l'Égypte dans la famille de la nouvelle banque de développement car c'est l'un des pays à la croissance la plus rapide au monde, avec une économie de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en plus d'être un acteur majeur des institutions internationales de financement du développement. Il a ajouté qu'ils étaient impatients de soutenir et de répondre aux besoins d'investissement de l'Égypte dans les domaines des infrastructures et du développement durable. Des projets et partenariats décisifs sont donc à prévoir pour le développement de l'Égypte qui vise, elle aussi, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, à atteindre des objectifs clés pour son plan de vision 2030. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu samedi au Caire son homologue syrien, Faisal Meqdad, à l'occasion de la première visite officielle en Égypte d'un chef de diplomatie syrienne depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011.
Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a discuté avec son homologue syrien Faisal Mekdad lors d'une réunion au Caire samedi des efforts pour parvenir à un règlement politique global de la crise syrienne. Le voyage de Mekdad au Caire est la première visite d'un haut diplomate syrien en Égypte depuis plus d'une décennie. Les deux responsables ont eu une réunion en tête-à-tête puis ont été rejoints par leurs délégations respectives pour aborder des questions d'intérêt commun, y compris des questions régionales. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a réitéré à son homologue syrien le plein soutien de l'Égypte aux efforts visant à parvenir dans les meilleurs délais à un règlement politique global de la crise syrienne. M. Shoukry a déclaré que le règlement devrait être conforme aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, exprimant le soutien du Caire à l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Geir Petersen, selon un communiqué publié par le ministère égyptien des Affaires étrangères à la suite de la réunion. Il a également souligné la nécessité de parvenir à un consensus national au sein du peuple syrien, de renforcer la confiance et de poursuivre la réunion du comité constitutionnel syrien. M. Shoukry a expliqué qu'un règlement politique global de la crise syrienne mettrait fin à la gérance étrangère dans les affaires syriennes, assurerait le rétablissement de la sécurité et de la stabilité totale du pays, préserverait son intégrité territoriale et sa souveraineté et éliminerait toutes les formes de terrorisme. Pour sa part, M. Mekdad a exprimé l'appréciation de son pays pour le soutien de l'Égypte à la Syrie, exprimant sa gratitude à l'Égypte pour avoir fourni une aide humanitaire après le tremblement de terre. Il a déclaré qu'il attendait avec impatience une plus grande solidarité arabe avec la Syrie afin de surmonter sa crise et de restaurer son rôle historique dans le monde arabe. Les deux ministres ont convenu d'intensifier les canaux de communication entre les deux pays dans le but de traiter les problèmes et les questions d'intérêt commun. Fin février, M. Shoukry s'est rendu à Damas pour adresser un message de solidarité au peuple syrien à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie, faisant des milliers de morts et d'autres sans-abri. Il s'agissait de la première visite d'un ministre égyptien des Affaires étrangères en Syrie depuis 2011. Au cours de sa visite, M. Shoukry a eu des entretiens avec son homologue ainsi qu'avec le président syrien Bachar al-Assad. Le jour où le tremblement de terre a frappé la Turquie et la Syrie, le président Abdel Fattah al-Sisi a téléphoné à son homologue syrien Bachar al-Assad pour exprimer ses condoléances aux victimes de la calamité et a affirmé que le Caire fournirait toute aide humanitaire nécessaire. L'autorité égyptienne de régulation nucléaire et radiologique a délivré le 29 mars un permis pour la construction de la troisième unité de la centrale nucléaire d'Al-Dawa à la société russe Rosatom. Cette dernière avait déjà lancé en juillet 2022 les travaux de construction de la première des 4 unités prévues de la centrale. En Afrique, l'utilisation de l'énergie nucléaire se limite actuellement à l'Afrique du Sud. Mais en coopération avec la Russie, d'autres pays du continent comme l'Égypte se lancent également dans le nucléaire civil. L'autorité égyptienne de régulation nucléaire et radiologique a annoncé avoir délivré le 29 mars un permis pour la construction de la troisième unité de la centrale nucléaire d'Al-Dawa. L'agence, via sa page LinkedIn, a indiqué que le conseil d'administration de l'autorité égyptienne de régulation nucléaire et radiologique, présidé par Dr Sami Chaben, a accepté lors de sa session numéro 2 tenue le mercredi 29 mars 2023 d'accorder le permis de construction de la troisième unité de la centrale nucléaire d'Al-Dawa. Selon des informations relayées par l'agence d'information Zawiya, le permis de construction aurait été délivré à la société russe Rosatom, qui avait déjà lancé en juillet 2022 les travaux de construction de la première des 4 unités prévues de la centrale. Al-Dawa est la première centrale nucléaire d'Égypte. Elle est en construction dans la ville éponyme. À terme, elle devrait être composée de 4 unités d'une capacité de production équivalente à 1200 MW par unité, utilisant des réacteurs VVER 1200, l'une des technologies les plus performantes et les plus sûres à ce jour. Les contrats pour la construction de la centrale nucléaire ont été signés en 2017 entre l'Égypte et la Russie, qui est représentée par l'entreprise publique Rosatom, qui construira la centrale nucléaire et livrera du combustible nucléaire russe pour l'ensemble de son cycle de vie. L'Union européenne vient de signer un accord de subvention de 40 millions d'euros, soit 43,5 millions de dollars, en partenariat avec l'agence italienne pour la coopération au développement pour soutenir la production de céréales, en particulier le blé, en Égypte. L'information a été rapportée par le quotidien local Egypt Today.
L'Égypte est le principal importateur mondial de blé. Dans le pays, les autorités multiplient les partenariats internationaux pour booster l'offre locale de la céréale qui, en dépit des nombreux investissements, reste encore insuffisante pour substituer les importations. L'Union européenne vient de signer un accord de subvention de 40 millions d'euros en partenariat avec l'Agence italienne pour la coopération au développement pour soutenir la production des céréales, en particulier le blé en Égypte. L'information a été rapportée par le quotidien local Egypt Today. Dans les détails, 27,2 millions seront dédiés à la mise en œuvre d'un programme visant à améliorer l'accès à la mécanisation agricole et à la production de semences certifiées. Le reste de l'enveloppe sera réservé pour financer l'installation de silos de stockage supplémentaires et renforcer la logistique au sein de la filière. Randy Al-Mashat, ministre égyptien de la coopération internationale, explique que cet accord entre l'Union européenne et l'Agence italienne pour la coopération au développement intervient à la lumière des efforts déployés par l'État égyptien par le biais de la coopération au développement avec des partenaires multilatéraux et bilatéraux pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire résultant de la guerre russo-ukrainienne. Plus largement, cet appui financier s'inscrit dans le cadre d'un programme de subvention de 100 millions d'euros intitulé Soutien de l'Union européenne à la sécurité alimentaire en Égypte. En Égypte, l'offre locale de blé ne couvre encore que 47% des besoins de consommation qui tournent autour de 20 millions de tonnes par an. À 8 km du nord-ouest des pyramides de Gizeh, la rive occidentale du Nil abrite le site archéologique d'Abu Rawash. À 2 pas se trouve l'une des plus grandes stations de traitement des eaux usées au monde, un modèle justement en termes de respect de l'environnement au regard des objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable et vision 2030, lancée dès 2015, le gouvernement égyptien définit la réutilisation des eaux usées comme une priorité stratégique pour sécuriser les ressources en eau du pays. Traiter les eaux usées permettrait notamment de s'en servir pour l'irrigation et de répondre aux besoins en eau de l'industrie. Pour ce faire, tout en respectant l'environnement, l'Égypte a lancé un méga-projet, la station de traitement d'Abu Rawash. Sa construction a été soutenue par la Banque africaine de développement à hauteur de 150 millions de dollars américains. Il s'agit de la deuxième plus grande station de traitement d'eau usée du pays et l'une des 10 premières au monde. Elle fournit aujourd'hui une eau 10 fois plus propre qu'elle ne l'était auparavant. Elle couvre les besoins en assainissement de 9 millions d'habitants du Grand Caire en traitant 1,6 million de mètres cubes d'eau usée par jour. La mise en service de la station a non seulement amélioré les conditions de vie des habitants du Grand Caire, mais aussi créé près de 150 emplois sur site et des opportunités pour de nombreuses entreprises opérant dans différents secteurs d'activité. L'Égypte est l'un des pays africains à la croissance démographique la plus rapide, ce qui entraîne entre autres une forte hausse du volume d'eau usée à traiter, notamment dans la mégalopole du Caire. La quantité d'eau usée que doit traiter la station d'Abu Rawash a même dépassé 1,6 million de mètres cubes par jour et devrait atteindre les 2 millions de mètres cubes dans les prochaines années. Selon l'étude d'impact environnemental et social publiée par la Banque africaine de développement, il faudrait augmenter la capacité moyenne de la station d'Abu Rawash de 400 000 mètres cubes par jour dans les activités de pré-traitement, traitement primaire et secondaire et chloration des eaux usées. Le projet d'Abu Rawash, qui offre une solution dans la lutte contre les effets des changements climatiques, s'inscrit dans le cadre stratégique de la Banque africaine de développement en faveur d'un développement efficace, inclusif et durable qui mise sur une gestion intégrée des ressources en eau. Il répond également aux 5 priorités stratégiques de la banque puisqu'il contribue au développement d'infrastructures indispensables pour nourrir une croissance inclusive et verte, accroître la production agricole et améliorer la qualité de vie de la population. Sport à présent avec l'équipe d'Al Ahli du Caire qui a battu Al Hilal sur le score de 3-0 pour composter son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF. Mahmoud Kahraba et Hissène Chahat ont inscrit les buts du club Kairote. Al Ahli tient sa qualification en quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF suite à son franc succès 3-0 contre Al Hilal. Il lui fallait absolument une victoire sur un large score pour se qualifier au tour suivant. C'est désormais chose faite. Les hommes de Marcel Koller, troisième avec 7 points avant le coup d'envoi, s'impose
3-0 et reprennent ainsi la deuxième place aux Soudanais. Kahraba et Hussein El-Shahat ont assuré le nécessaire. Une équipe de chercheurs égypto-allemands a découvert une représentation complète du zodiaque dans un temple d'Esna en Haute-Égypte. Le temple fait l'objet d'une campagne de restauration depuis 5 ans. Une équipe de chercheurs égypto-allemands a mis en lumière dans le cadre d'une campagne de restauration menée au sein d'un temple d'Esna en Haute-Égypte une somptueuse série de peintures en relief représentant les 12 signes du zodiaque. D'autres reliefs représentant divers astres ainsi que les planètes Jupiter, Saturne et Mars ont également été découverts dans le temple. Le communiqué de l'université de Tübingen précise que les peintures et les inscriptions présentes sur le plafond de l'édifice sont restées pendant des siècles à peine reconnaissables en raison de leur saleté. La couche de terre et de suie qui les couvre jusqu'alors a eu pour effet de les préserver pendant près de 2000 ans. L'équipe de spécialistes dirigée par Ahmad Emam a réussi à restaurer et recolorer ces exceptionnelles représentations célestes. Le communiqué rappelle que les étoiles étaient déjà utilisées dans l'Antiquité pour mesurer le temps. Le zodiaque lui-même fait partie de l'astronomie babylonienne et n'apparaît en Égypte qu'à l'époque ptolémaïque, précise le professeur Christian Letz. Selon le docteur Daniel von Rellinghausen, chercheur à Tübingen, le zodiaque était utilisé pour décorer des tombes privées et des sarcophages et était d'une grande importance dans les textes astrologiques tels que les horoscopes trouvés inscrits sur les tessons de poterie. Cependant, sa représentation était rare au sein des temples. À Parisna, il ne reste que 2 versions complètement préservées, toutes deux de Dendara. La campagne de restauration a permis aux spécialistes de relever d'autres trésors, dont des images colorées de serpents, de crocodiles et de diverses bêtes merveilleuses. Ils ont aussi fait la découverte de nouvelles inscriptions jusqu'alors inconnues. Depuis 5 ans, l'administration des antiquités égyptiennes se consacre à la restauration du temple qui est toujours en cours aujourd'hui. Le projet est mené en coopération avec 2 départements du ministère des Antiquités au Caire. Les experts espèrent effectuer une analyse plus approfondie des inscriptions et dessins dans laquelle les éléments philologiques et iconographiques seront examinés ensemble pour la première fois, peut-on lire sur le site de l'université de Tübingen. Depuis le début des restaurations en 2018, plus de la moitié du plafond a été nettoyé ainsi que 8 des 18 colonnes et 2 des architraves soutenant le plafond. Le village de Tunis est un petit endroit magnifique à l'intérieur de l'oasis de Fayoum, sur le chemin de Wadi Al-Rayyan. Il est situé sur une colline. Le village donne sur une vue magnifique sur justement un bord du désert, de l'autre côté d'un grand lac d'eau salée. Il est considéré comme l'un des endroits les plus beaux et les plus naturels d'Égypte. Le village de Tunis, dans la région du Fayoum en Égypte, est notamment connu par les poteries qui y sont réalisées en terre cuite, qui constituent la majorité de son économie avec le tourisme. La date exacte de la création du village de Fayoum nous est inconnue, mais en 1962, à l'arrivée du poète égyptien Saïd Hegab et sa femme, Evelyne Poré, une potière suisse, qui se sont installés dans le minuscule village de Tunis, l'histoire du village a commencé à s'écrire. En effet, dans les années 1960, Evelyne Poré a collaboré avec l'architecte Ramsès Wissa Wassef, qui avait installé son école de tissage de tapis, qui a eu un succès mondial. Ils ont travaillé ensemble pour développer le village ainsi que son économie. Après son divorce avec Saïd Hegab, Evelyne se marie avec l'artisan suisse Michel Pasteur et fonde dans les années 1980 son magasin de poterie. Elle enseignait aux enfants du village l'art de la poterie. Au fil des années, ils ont développé des techniques utilisant la céramique, un matériau local de la région de Fayoum. Les enfants utilisaient les techniques qu'ils avaient apprises pour se faire des jouets et figurines en faisant preuve de beaucoup de créativité, ce qui a donné l'idée à Evelyne de créer une école pour leur apprendre réellement le métier. Ainsi, en 1989, l'école de poterie a été désignée par Michael Pastor,
est construite avec de la terre cuite, des briques, avec des voûtes et des dômes, permettant à tous les élèves de disposer d'un espace de 2 mètres carrés et d'une roue de poterie. Quand les élèves d'Evelyne ont grandi, ceux-ci ont fondé leur propre magasin dans le village et aujourd'hui, ils représentent des modèles pour les plus jeunes enfants. Au cours des 30 dernières années, de nombreux peintres, journalistes, architectes, écrivains et artistes sont venus dans le village, créant une réelle communauté intellectuelle dans celui-ci. L'école de poterie de Fayoum d'Evelyne Poré a énormément aidé le village à se développer d'un point de vue touristique, rendant le village de Tunis attractif pour les touristes et les agences. Aujourd'hui, la potière Evelyne Poré continue encore d'enseigner dans son école et l'économie du village s'est développée grâce à la poterie en céramique et le tourisme. Des agences de voyage proposent des séjours dans le village dans lequel des restaurants, hôtels et agences se sont créés. Les différents magasins de poterie des anciens élèves d'Evelyne font maintenant de Tunis un incontournable de la région de Fayoum. Pendant 3 jours chaque année a lieu le festival de poterie de Tunis, réunissant les artisans du village et des villages environnants pour exposer et vendre leurs œuvres. Le festival a eu lieu 8 fois et le dernier a eu lieu le 1er novembre 2018. Cet événement a pour but d'aider l'économie du village de Tunis, car celui-ci attire beaucoup de touristes venant acheter les produits locaux et rester au village le temps de l'événement. Voilà, madame, monsieur, c'est ainsi que prend fin cette édition de l'Égypte à la une. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur l'international.